Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shoot, le podcast audio et vidéo NWX. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'explorer le monde de la réalité virtuelle, de la réalité mixte et de la réalité augmentée. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Moreau. Bonjour David. Bonjour David. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, écoute, je suis David Moreau, donc je suis le directeur des opérations et le directeur d'agence de Devolis. Okay. Donc nous sommes basés à Sénénopolis et je suis chez Devolis depuis maintenant 3 ans et demi. Ok, Devolis, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Alors Devolis, on a deux métiers. On a historiquement, et c'est notre activité principale, une activité de SN, donc de société de services, de fourniture de services auprès des entreprises, services informatiques orientés applicatifs, autour du développement, de la data, des outils collaboratifs et de la MOA, Business Analyst, chefferie de projet, donc voilà, de la délégation de personnel ou de la prise en charge de projets dans nos locaux par nos équipes et piloté par notre responsable de delivery. Et puis on a une activité également d'éditeur, ce qui est assez peu commun d'ailleurs dans les sociétés de services. Et on a deux solutions commercialisées. Une qui va concerner les grandes écoles dans l'organisation des concours et des oraux en fait, liés à ces écoles. Et puis la seconde solution qui est un moteur de chatbot et donc qui s'appelle Jellybot, dont on va parler. Ouais, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces notions-là pour le grand public, parce que je trouve que c'est parfois flou. On entend parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte, et faire un peu rapidement un état des lieux de ces technologies-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. D'accord. Alors, en fait, ces technologies, alors là, en tout cas pour ce qui est de la réalité virtuelle, c'est pas nouveau, hein, ce sont des technologies qui ont démarré il y a une trentaine d'années pour la réalité virtuelle, donc bon, à l'époque avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on avait un énorme PC à côté relié à un casque et qui diffusait en gros des images en fil de fer, enfin voilà, hein. Tout ça a bien sûr bien évolué avec la puissance et performance des matériels aujourd'hui, donc en fait on a toujours évidemment un petit peu en fer de lance la réalité virtuelle qui est la plus connue parce que elle est historiquement également très associée pour le grand public aux jeux vidéo, donc c'est des technologies qui ont maintenant une dizaine d'années, je dirais, d'expérimentation et puis de commercialisation sur cette partie gaming. Et on va différencier en fait la réalité virtuelle de la réalité augmentée et de la réalité mixte de la façon suivante. La réalité virtuelle, finalement, on est dans un monde virtuel qui est en fait coupé de la réalité. Donc c'est une immersion complète dans lequel, une fois en fait avoir chaussé le casque, finalement on va avoir dans le champ de vision le monde virtuel qui est proposé, sans finalement interaction avec la réalité. Avec une interaction uniquement possible avec ce monde virtuel. La réalité augmentée, en fait, on l'a connue il y a maintenant plusieurs années également, mais au départ sur un format en fait disponible sur du téléphone ou de la tablette. Et l'idée était finalement, en regardant un objet ou en scannant un QR code, de faire apparaître en fait dans une notion un peu d'hologramme un objet ou une représentation virtualisée, on va dire. Souvent d'ailleurs dans des objectifs commerciaux, enfin voilà, je me rappelle des premiers sujets qui étaient par exemple sur des outils publicitaires qui permettaient voilà, voir sur un œuf Kinder par exemple un petit dinosaure s'animer, etc. Donc finalement d'avoir une représentation voilà, virtuelle, mais finalement dans la réalité, puisque voilà, je ne mets pas de casque et je vois au-delà de cet objet cette réalité qui l'entoure finalement. Et donc quand on parle de réalité augmentée, aujourd'hui c'est très fortement mêlé à la réalité mixte.
Ok. La différence qu'on peut faire éventuellement, c'est que la réalité mixte en fait est un sous-ensemble de la réalité augmentée D'accord. et elle se perçoit au travers, comme pour la réalité virtuelle, d'un casque. Ok. Mais un casque finalement qui ne coupe pas de la réalité et qui va en fait être un casque qui va comporter une visière, donc qui permet finalement de voir le monde qui nous entoure, mais dans lequel on va venir superposer des éléments virtuels dans la vision en fait de l'utilisateur. Donc on n'utilise plus dans ce cadre-là une tablette, un téléphone, on a juste à mettre le casque, ce qui permet bien des avantages, notamment de pouvoir utiliser ces technologies en main libre. Ok. Et on verra après que c'est essentiel dans les cas d'usage qui sont aujourd'hui utilisés avec ce type de casque. Et également, pourquoi pas, de pouvoir également interagir avec ces environnements en mode vocal, puisque ces D'accord. casques en fait embarquent de la reconnaissance vocale entre autres. Ok. Voilà. Et en termes de matériel aujourd'hui, est-ce qu'il y a des acteurs qui se différencient sur cette technologie-là? Est-ce Oui. qu'elle a compris de l'avance ou Oui, globalement oui, on est oui. en stade à peu près commun entre les différents gros acteurs sur ces sujets? Alors, côté VR, il y a des acteurs historiques qui sont présents depuis justement une bonne dizaine d'années. Le premier, bien sûr, c'est l'Oculus, enfin voilà. Donc, avec toute une gamme de produits depuis 10 ans, donc, qui s'appelle Quest, Ouais. et qui aujourd'hui en fait appartient à Facebook. Ok. Voilà, et aujourd'hui domine complètement le marché de la VR grand public. Ok. Donc aujourd'hui, je dirais qu'en VR, 80% des casques en fait sont des Oculus. Et Oculus possède un store avec un très très grand nombre d'applications en fait disponibles sur des domaines aussi bien de gaming que de coaching sportif, d'exploration, pourquoi pas, d'environnement de voyage, etc. Ok. etc. Ensuite, on a des concurrents côté VR toujours comme Vive, HTC, Varjo, qui sont plus récents, mais qui concurrencent en termes de capacité, voire qui surpassent parfois Ok. en termes de capacité Oculus. Et côté réalité mixte ou augmentée, aujourd'hui il y a un leader sur le marché, c'est Microsoft avec le Ok. casque HoloLens 2. Et en fait, selon l'usage, certains nouveaux constructeurs arrivent. Alors je dis selon l'usage parce qu'il faut bien différencier finalement l'usage professionnel de l'usage grand public, et l'usage professionnel dans des environnements dits industriels, et à différencier avec des environnements plus classiques qui pourraient être aussi bien des environnements de gestion finalement, Ok. que des environnements grand public. Microsoft ne s'adresse quasiment qu'à des environnements industriels, Ok. ne serait-ce que de par son coût finalement qui est Oui, assez c'est pas conséquent. quelque chose c'est conséquent en termes de. Le coût d'une HoloLens 2 aujourd'hui, c'est environ 3500 € Ok. le casque, donc effectivement c'est conséquent. Il y a un acteur français aujourd'hui qui émerge depuis 1 an, qui s'appelle Lynx, et D'accord. qui a fait appel à du crowdfunding en fait pour monter sa solution, qui est très très attendue par les industriels français pour des raisons de souveraineté, Ouais. notamment, et de propriété française de la solution. Mais bon, cette solution aujourd'hui démarre. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle couple à la fois un casque qui permet de faire de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Ok. Donc avec les avantages que ça peut avoir de faire les deux, mais aussi les limitations potentielles par rapport aux gros acteurs du marché qui, eux, vont se verticaliser sur l'une ou l'autre finalement des solutions. Et puis ensuite, on a des lunettes connectées, et là, on va avoir des très très gros acteurs qui commencent à revenir dessus, parce que c'est un sujet en fait également qui est là depuis longtemps. On pense à Google, on pense à Apple par exemple, notamment. Et là, on est sur des lunettes de type comme celles que je porte, finalement, des lunettes de vue. Voilà, ce marché commence à être mature de par également les performances des composants qui peuvent être embarqués
dans les lunettes. Avec les limitations également, c'est-à-dire souvent couplé avec un téléphone, là où une HoloLens 2 est complètement autonome. C'est la question, c'est complètement autonome du coup. Complètement, elle embarque en fait un PC dans le casque, donc avec une autonomie complète. Et puis l'étape finale sur laquelle il y a déjà beaucoup également de recherches et de solutions qui commencent à émerger, ce sont les lentilles en fait augmentées. Et là en fait, donc de très gros acteurs également sont en train de travailler sur la capacité à pouvoir pousser de l'information directement dans des lentilles finalement, type lentilles de contact, pour venir imprimer sur la réalité en fait des informations. Donc c'est un secteur qui bouge pas mal, j'ai l'impression. Oui, énormément depuis on va dire 3 ans si on veut pas forcément remonter trop loin, mais oui, parce qu'aujourd'hui la réalité virtuelle alors elle est présente dans les entreprises sur des cas d'usage dont on va peut-être parler derrière, mais depuis déjà quelques années. C'était le premier pas, on va dire, et aujourd'hui la réalité mixte et augmentée perce à la fois des sujets grand public et industriels, parce qu'on arrive à des solutions justement de plus en plus qualitatives qui permettent en fait d'avoir vraiment des capacités fortes à améliorer finalement ou augmenter finalement les capacités et l'autonomie dans certains cas d'usage de ces utilisateurs. Donc les industriels aujourd'hui, nous on était présents à Vivatech 2021 et 2022 en tant qu'exposants avec la participation et le support de NWX. On était présent également à Laval Virtual 2022 en tant qu'exposant sur notre solution Jellybot en réalité mixte, et finalement dès l'année dernière on a eu beaucoup de demandes d'intérêt de la part de très grands groupes industriels français et internationaux, où tous montrent un intérêt pour ces technologies, mais avec encore une problématique qui est l'adoption et la maturité du device, de l'appareil au sein de l'entreprise. Donc je crois qu'on en parlera un petit peu après. 1 an sont passés finalement depuis nos premiers échanges, et on voit que c'est aujourd'hui un sujet qui devient de moins en moins problématique pour eux, c'est-à-dire ils ont déjà commencé à utiliser ces technologies. Il y a déjà des ROI qui ont été démontrés, qui permettent également de contrebalancer le coût tout simplement du matériel. Des problématiques également d'intégration en termes de sécurité dans la gestion de parc de ces industriels, qui est très importante. Sécurité également des données, bien sûr. Donc l'outil commence à être présent, et donc l'étape d'après, au-delà des premiers sujets qui sont notamment des sujets d'assistance à distance, où je peux contacter finalement un expert qui va m'aider dans mes opérations en me poussant de l'information finalement dans la visière du casque, et qui permet finalement d'éviter un déplacement de cet expert qui peut coûter de quelques dizaines d'euros à des milliers lorsqu'on imagine par exemple maintenir une plateforme pétrolière en plein océan. Et donc maintenant que les lunettes sont présentes, l'étape d'après finalement ça va être d'aller engager en fait ces devices sur des nouveaux usages, comme par exemple la capacité à rendre encore plus autonomes en fait les opérateurs ou les utilisateurs, et notamment par exemple au travers de l'utilisation d'un chatbot. Justement, ça fait une belle transition, parce que effectivement ce que tu disais, c'est que je pense que le grand public a découvert cette technologie-là via le divertissement et le jeu vidéo. On le voit petit à petit intégrer le monde de l'entreprise. Et vous, chez Devolis, depuis, alors je sais plus exactement, mais 2 ou 3 ans de R&D, vous avez développé Jellybot, qui est du coup un chatbot universel qui est connecté au système d'information d'une entreprise et intégré dans des Microsoft HoloLens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Jellybot? Donc en fait le projet est né un petit peu avant ça, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 6 ans, dans le but de pouvoir sensibiliser et préparer nos consultants
de l'activité service traditionnelle à la mise en application d'intelligence artificielle dans des applications au service des métiers de l'entreprise, puisque c'est notre métier. Et bien en fait, on a engagé un projet fil rouge autour de l'IA et finalement pour rendre cela plus concret, on a cherché une mise en application de cette de l'intelligence artificielle et on s'est porté sur l'agent conversationnel, donc on appelle aussi le chatbot. Pendant 2 ans, on va dire que ce projet a été voilà, je dirais dans les moments où nos consultants avaient un peu de temps disponible, un moyen pour eux d'expérimenter des choses, sans forcément d'ailleurs dans une vision pour nous de nous dire à un moment on va en faire un produit, une solution finalement. On a eu l'opportunité dans un premier temps en 2018 je crois de présenter l'avancée de nos travaux au IN Normandie en fait en tant qu'exposant et sur un exemple de chatbot appliqué à l'activité de commercial en entreprise. D'accord. Finalement l'idée c'était de dire qu'un commercial en mobilité pourrait avoir un intérêt de pouvoir récupérer des informations quand il est en attente par exemple du client dans une salle d'attente ou autre, mais via son téléphone d'avoir finalement un moyen de récupérer cette information de façon conviviale, ludique et effectivement très pratique, comme par exemple quelles sont les dernières commandes de ce client, quel a été son chiffre d'affaires l'année dernière, etc. Donc ça c'était le cas d'usage qu'on a présenté, qui a eu un bel écho, mais je dirais, ça nous a juste conforté que le sujet était intéressant, mais sans plus. Mais on a poursuivi ce projet. À nouveau, en 2019, on a eu l'occasion de participer à ce même salon in Normandie sur un appel à projet de la région. Dans le but de pouvoir présenter des outils facilitant l'accès à la culture pour les citoyens de la région Normandie. Et là, donc, on a repris ce cas d'usage d'un chatbot, mais cette fois-ci avec une borne en imaginant que ces bornes puissent être disposées un petit peu partout sur le territoire et par simple commande vocale de pouvoir demander en fait tout simplement quels sont les musées à côté de là où je me trouve, comment m'y rendre, quels sont les horaires d'ouverture de tel ou tel musée ou centre culturel, cinéma, etc. etc. Et donc là, on a poussé, pour ce salon, on a dû pousser le développement en intégrant du vocal, etc., en allant plus loin. Et finalement, on s'est dit, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet. Il y avait déjà eu quand même pas mal d'heures, enfin quelques centaines d'heures d'investissement. Et on s'est dit, il y a peut-être vraiment un sujet à exploiter, sachant qu'on est parti sur, comme tu disais, une vision d'un chatbot, alors universel, ce qu'on appelle aussi un métabot, c'est-à-dire en fait une capacité à pouvoir répondre à n'importe quel type de besoin autour d'un agent conversationnel en termes de scénario de conversation. Donc pour cela, en fait, de mettre à disposition des concepteurs de conversation un atelier sans code qui permet très simplement, en déplaçant finalement des composants, comme dans un visio, par exemple, une description de flux. Finalement, je vais choisir des composants qui vont composer ma conversation, et ces composants mis à bout vont en fait représenter la conversation que je vais proposer à l'utilisateur. Et la particularité, parce qu'on est très orienté sur le monde de l'entreprise, ça va avoir été de dire, on va concevoir des connecteurs qui vont nous permettre en fait de s'interfacer
avec l'ensemble du système d'information et des briques en fait utilisées dans le système d'information. Donc par exemple du mail, du Microsoft Teams, des outils de compta, mais voilà, n'importe quel outil métier, des bases de données, des bases de connaissances qui vont contenir des documents Word ou PDF, mais aussi des images, des vidéos, et donc finalement de faire en sorte que le chatbot soit un moyen de faciliter l'accès à l'ensemble des informations du système d'information, et toujours dans ce mode ludique, convivial, mais pour le résumer, je dirais très simplifié par rapport à l'utilisation d'interfaces qui sont parfois plus ou moins lourdes ou complexes. Et puis différentes entre elles en plus pour aller chercher de l'information. Différentes, ouais, complètement. C'est un point très important de centraliser l'accès à l'information et puis également de pouvoir accéder à cette information, toujours sur le cas que je signalais tout à l'heure, en mobilité, puisque l'intérêt également du chatbot, finalement, c'est que je sois chez moi, en déplacement, voilà, ou chez un client, ben, je peux potentiellement y accéder via encore une fois du Microsoft Teams ou une application sur son téléphone, donc notamment également en vocal par exemple, et donc aller disposer finalement de toute l'information dont dispose l'entreprise et qui m'est possible d'accéder. Donc voilà, ça a été une étape importante, ce deuxième In Normandie, et malgré tout, lorsqu'on veut lancer un produit, il faut se positionner sur le marché. Et là, quand on a regardé un peu le marché du chatbot, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait déjà des acteurs très avancés, pas mal de startups qui disposent aussi de moyens considérables par des levées de fonds, des effectifs. Et donc, on a fait un gros travail pour essayer de cibler finalement quelques cas d'usage sur lesquels on aurait une légitimité à se porter. Donc le premier en fait c'est le support informatique, parce que c'est souvent par là qu'une entreprise démarre ses projets de chatbot. Voilà, parce que maîtrisé par les DSI et parce que répondant à un vrai besoin qui est finalement d'alléger le nombre de tickets et de demandes voilà, qui va être généré effectivement et traité par des agents. Donc ça a été notre premier sujet et qu'on traite toujours aujourd'hui. Ensuite est venue la pandémie, donc on s'est orienté vers du chatbot, on va dire orienté également prévention. Donc finalement où on peut entraîner un utilisateur à des gestes particuliers, à des procédures particulières. Par exemple, si on parle de démarrage du confinement, sur la distanciation, sur l'organisation des réunions avec les gestes barrières, etc., etc. Donc finalement, le chatbot était un peu présent comme un tuteur, mais aussi comme un moyen de contrôle en fait de la bonne connaissance de ces informations, et ce qui permet finalement dans ce rôle-là de pouvoir effectivement, quand je parle de contrôle, on est vraiment dans un process de change management en fait, et de vérifier tout simplement que les usages sont compris et on l'espère bien appliqué par les employés d'une structure. Et on va parler de prévention, mais pourquoi pas même de sécurité informatique, de procédure qualité, enfin voilà, tous les sujets qui nécessitent finalement la connaissance de process, et puis le contrôle de ceci, en fait, de la maîtrise de ceci. Donc ça, c'est toujours effectivement un axe sur lequel on travaille aujourd'hui en termes de cas d'usage. Je le disais tout à l'heure, on travaille également sur des sujets auprès des grandes écoles. Donc forcément, on a couplé une offre également verticale sur le chatbot de l'étudiant, au sens large du terme. Donc à la fois sur les données administratives d'un étudiant, quelles sont mes notes, mon emploi du temps, éventuellement mes factures à régler, et puis après tous les sujets pratiques, comment faire un stage à l'étranger, je veux tel formulaire. Donc voilà, l'accès à ces documents administratifs, mais aussi aux données pédagogiques finalement d'un cursus, c'est-à-dire avoir accès à ses cours, avoir accès à ses syllabus, enfin voilà tout le côté
données pédagogiques qui est gérée en général, enfin dans des gestionnaires de contenu particuliers de type Moodle, par exemple, dans beaucoup d'écoles. Donc ça, c'est également un vertical sur lequel on travaille et encore aujourd'hui avec des écoles normandes, mais pas que. Hein, je citerai Neoma, l'école Management Normandie, mais d'autres également. Et puis le dernier cas d'usage sur lequel on s'est orienté, parce que c'est un domaine finalement où aujourd'hui nos concurrents en tout cas ne vont pas du tout, parce qu'on est sur de l'hyper spécialisation et de la complexité, là où ces startups en général vont sur du volume finalement et du généraliste, voilà, du B2C, etc. C'est l'industrie finalement, et l'industrie qui est souvent le parent pauvre de l'informatique, évidemment pas sur les systèmes industriels, mais sur l'accessibilité aux données et le traitement des données, la data notamment, etc. Et l'accessibilité aux données, finalement, nous qui travaillons régulièrement avec des industriels, on sait que l'accès aux données, c'est un vrai problème dans les unités de production. La plupart de ces industries ne disposent même pas d'ordinateurs, enfin de PC dans les unités de production. Ils utilisent des équipements de protection industrielle, donc ce qui limite beaucoup l'accès. Ouais, c'est ça. Même s'il y a des accès, parfois ça peut être tout à fait compliqué d'accéder à un PC ou à une tablette, hein, avec des gants, ou avec du cambouis partout, enfin bon, et du bruit, etc. Et bien souvent, en fait, bien pour avoir accès à ces données, à ces informations, il faut sortir de l'unité de production, repasser par le vestiaire, se changer, aller dans le bâtiment industriel, et donc c'est compliqué et ça prend beaucoup de temps. Et donc il y a encore beaucoup de fonctionnement, soit papier, soit tableau blanc, et puis derrière, eh bien on doit reporter tout ça finalement, digitaliser tout ça, mais il y a encore un travail énorme là-dessus. Donc on travaille justement nous sur de la digitalisation de process en industrie, et on s'est dit finalement en couplant un outil de type HoloLens 2 avec un outil de type Jellybot, hein, donc notre moteur de chatbot. Donc HoloLens 2, je rappelle, en main libre, commande vocale, et en train de rentrer finalement dans les industries. Ça donnerait donc un moyen aux opérateurs et aux managers finalement de pouvoir disposer de toute la donnée du SI industriel. Donc on va parler de la partie production avec les MES, de la planification avec l'ERP, planification, gestion des matières premières, etc. Et puis toute la partie également maintenance avec les outils qu'on appelle DGMAO. Tout ça, encore une fois, c'est en général pas du tout accessible en fait en termes de données dans l'unité de production. Et finalement, au travers de l'accès via un chatbot qui va interroger l'ensemble de ces systèmes et qui va pouvoir répondre à des questions posées vocalement par un utilisateur, qui va demander soit de l'information par rapport à ses opérations de maintenance, ou pourquoi pas d'ailleurs également sur de la formation en termes d'équipement et d'opération. Et bien en fait il va pouvoir accéder, comme je disais, à des données de type data et à des dashboards, des KPI qui proviennent pourquoi pas même de capteurs IoT, etc. Il va pouvoir accéder à de la documentation de type textuel, PDF, comme des notices, des faits techniques, des vidéos, des tutos qui sont de plus en plus utilisés effectivement en industrie. Et donc il va en fait devenir beaucoup plus autonome finalement, déjà d'une dans le cadre de ses opérations, mais dans le cadre de maintenance ou de panne, plutôt que de faire appel à un expert finalement qui va se trouver dans un centre d'excellence, mais qui a forcément un coût. Finalement, potentiellement de pouvoir faire appel à un chatbot qui va permettre de peut-être résoudre le problème, ou éventuellement d'instancier une demande de maintenance très rapidement. Potentiellement on va même éviter un arrêt de production, et donc là le gain il est gigantesque finalement. Donc là concrètement, je suis un opérateur sur une ligne de production, j'ai mes HoloLens, j'ai mon Microsoft HoloLens, et via la commande vocale je peux poser des questions en disant
quelle est la dernière opération qui a été faite sur cette machine. C'est ça. Est-ce que tu peux me montrer le process pour configurer la machine de telle façon? C'est ça. Et ça s'affiche du coup via la lunette? C'est ça. Alors oui, ça va s'afficher. Alors ça va s'afficher dans la lunette. Ça peut éventuellement, si on veut pas perturber le champ de vision de l'opérateur, ça peut même répondre en vocal, okay. Finalement, lorsque il s'agit par exemple de données textuelles ou chiffrées qui ne se présentent pas dans un dashboard. Et également, on va pouvoir, comme tu le dis, au-delà souvent on limite le chatbot à je pose une question, il m'amène une réponse, que cette réponse soit une data ou une vidéo, etc. Mais on peut également engager des process. Des process, c'est par exemple dire sur un système industriel, je veux engager finalement une maintenance, je veux engager un contrôle de conformité, etc. Et de par ce qu'on appelle de la détection d'intention, le chatbot va repérer finalement la volonté d'engagement de l'utilisateur et va en fait partir dans un flux particulier qui va étape par étape poser des questions complémentaires par exemple et finalement dérouler le process digitalisé finalement. Et le chatbot devient finalement le demandeur d'informations, donc on inverse un peu les rôles, afin de récupérer finalement potentiellement les informations de la part de l'utilisateur pour aller ensuite les injecter dans un système de maintenance, dans une production, etc. Donc c'est dans les deux sens finalement, il y a le système d'information fournit de l'info et l'opérateur lui aussi peut en fournir, vient implémenter via les réponses qu'il peut apporter. Ouais, complètement. Donc l'engagement effectivement de process, donc je parlais autour de contrôle de conformité, de changement de format, de l'assistance au changement de format, etc. Et puis après on a évidemment aussi le cas plutôt classique où par exemple un opérateur, il y a dans l'industrie ce qu'on appelle la gestion des aléas, qui est très importante. C'est en gros dans une unité de production, la pratique veut que 80% des opérations de maintenance soient gérables par les opérateurs sans faire appel à leur manager. Et ces 80% finalement représentent peut-être 20 cas particuliers de gestion d'aléas qui sont en général définis et conçus par les équipes de production, mais sur lequel soit on les inscrit dans un livre, quelque part, pour qu'elle puisse être accédée au mieux, ou alors effectivement c'est dans de la base documentaire mais qui n'est pas forcément accessible sur le site de production lui-même. Et donc l'idée par exemple pour la gestion d'aléas, plutôt que de mettre ça sur un tableau blanc dans un livre ou autre, finalement c'est de les avoir accessibles de par un chatbot pour garantir aussi la transmission de ces informations et puis de s'assurer qu'effectivement on soit bien dans cet objectif de 80%, etc. Ça veut dire aussi que notamment des personnes qui arrivent dans l'équipe disposent également de toute la réflexion potentiellement des équipes qui ont conçu en fait cette gestion d'aléas. Donc ça c'est pour la partie opérateur, et puis après il y a évidemment le quotidien, je veux tel tuto, etc. Mais pour un manager également, on imagine que le manager par exemple lorsqu'il part de chez lui le matin, le directeur de production, il y a des choses essentielles qu'il veut savoir même sur la route, c'est est-ce que je suis en retard sur ma production par rapport à mon planifié, est-ce que j'ai des gens absents aujourd'hui. Ça on pourrait imaginer que sur son téléphone via Teams quand il est sur la route, finalement il peut poser déjà ces questions au chatbot pour savoir quel est l'état finalement de son équipe et de sa production avant même qu'il arrive finalement sur le site et au travers d'une conversation hyper simplifiée finalement. Et une fois qu'il arrive sur le site en fait, donc là il passe plutôt sur le device par exemple HoloLens, et il va en fait finalement circuler dans l'unité de production et en fonction de là où il se trouve, puisqu'on est évidemment capable de faire de la localisation dans un bâtiment et de ce qu'il regarde finalement, il peut avoir l'ensemble des KPI notamment qui vont remonter en fait directement par un simple regard. Donc les cas d'utilisation, ils sont immenses et ils vont vraiment concerner en fait aussi bien les opérateurs de production, de maintenance que les managers
ou encore une fois le côté e-learning en fait également qui est déjà en fait vraiment très demandeur de ce type de solutions, ainsi que d'ailleurs la partie réalité virtuelle qui est très souvent utilisée aujourd'hui. C'est le cas d'usage le plus souvent utilisé pour les entreprises, c'est la formation. Ok. C'était une des questions que j'avais à te poser. Et en termes de type de secteur d'activité, aujourd'hui, j'imagine, effectivement, tu nous disais, il y a l'industrie. Ouais. Est-ce que c'est, d'après toi, c'est quelque chose, j'imagine que la médecine, typiquement, peut être intéressée fortement par ce genre de technologie. Ouais, Sur une complètement. base documentaire. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité que tu pressens ou que vous avez identifiés, ou alors dans le cadre de demandes un peu, je sais pas, l'agriculture, l'enseignement, j'en sais rien. Ouais. Alors oui, tu cites notamment la chirurgie. Donc aujourd'hui, il y a déjà à la fois de la réalité virtuelle, mais de plus en plus de la réalité mixte, en fait, notamment avec les HoloLens 2, où en fait on parle d'opérations augmentées, donc de chirurgie augmentée, déjà dans le cadre de la préparation en fait d'une opération, puisqu'on va utiliser là ce qu'on appelle du jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va en fait faire une représentation 3D d'un organe effectivement, ou d'un composant qu'on va venir en fait mettre dans le corps du patient. Si on parle par exemple de remplacement de la hanche, en l'occurrence, eh bien on va avoir la représentation exacte j'ai perdu le terme, mais bref, de la hanche artificielle qu'on va implanter. Et donc le médecin, le chirurgien va pouvoir en fait partager avec d'autres spécialistes potentiels cette représentation pour préparer en fait au mieux son opération. Et ensuite, aujourd'hui, maintenant, pendant l'opération elle-même, en fait, effectivement, le chirurgien va pouvoir être assisté potentiellement par d'autres experts qui vont venir, pourquoi pas, partager leurs conseils en fonction de ce que le chirurgien voit et montre aux autres praticiens. Mais également, ça va plus loin aujourd'hui, puisque le chirurgien peut être également assisté par rapport à du guide pas à pas sur son opération. Donc il va y avoir une détection finalement de son environnement, et il va avoir de l'information qui va lui être poussée pour lui dire voilà, l'étape 1 c'est d'abord couper telle artère, enfin, ou vaisseau, l'écarter. Ça veut en termes d'un peu de guide. Ouais, tout à fait, de guide. Ouais. Donc ça c'est pour la partie chirurgie, donc c'est très très usité maintenant. Après, tu parlais de l'agriculture. Oui, alors l'agriculture ou même l'élevage, c'est-à-dire avoir des capacités à repérer dans un élevage au travers d'un casque de réalité mixte, à repérer pourquoi pas des bêtes qui vont avoir une particularité, donc au travers de l'intelligence artificielle également, donc pour faciliter par exemple la gestion, de toute façon, la gestion et certaines opérations. Il y a un cas également qui est très utilisé, c'est dans l'entraînement aux personnes à des situations particulières. Par exemple, dans l'hôtellerie, ou dans toutes les personnes qui se trouvent en fait en guichet, donc ça peut concerner une banque, du service public, etc., à gérer des situations particulières. Si on parle hôtellerie, par exemple, ce type de technologie est utilisé pour gérer finalement des situations où un client va se présenter et en fait va être visible donc en face de l'utilisateur, de la personne qui est formée à ces métiers, et elle va devoir gérer finalement
un échange avec cette personne et en appliquant finalement différents personae. Donc la personne est heureuse d'arriver dans l'hôtel ou elle est très agressive, Okay. sa chambre n'est pas prête, etc., etc. Et donc il y a ce côté entraînement finalement où effectivement j'immerge en fait la personne dans ce contexte-là et je vais pouvoir mesurer ses réactions, son discours et finalement vérifier que ses réactions et sa gestion pouvoir améliorer voilà, cas échéant. tout à fait, ouais. Okay. Ouais, ouais. Donc ça, c'est des sujets évidemment qui sont de plus en plus utilisés. Après, j'irais dans le monde donc dans n'importe quel métier là où on parle de formation. Donc ça peut être voilà autour de également la conduite, hein, pourquoi pas l'apprentissage de la conduite, on l'a vu à Vivatech, il y a des dispositifs d'immersion. Ouais, complètement. Donc ça, c'est pour effectivement, je dirais, le côté apprentissage. Ouais. Et puis après, si on parle du grand public, mais c'est forcément des sujets qui touchent aussi l'entreprise. On utilise tous maintenant des outils de type GPS, hein, par exemple, où aujourd'hui c'est sur un téléphone. Parfois c'est par projection voilà, sur un pare-brise. Demain en fait ça ira beaucoup plus loin puisque potentiellement dans des lunettes augmentées voilà, plus légères ou dans des lentilles augmentées, mais en fait j'aurai potentiellement en fait voilà, la route qui me sera tracée directement dans mon champ de vision et des informations également relatives à tout ce qui est sécurité, donc des obstacles, un piéton qui arrive, etc. Donc voilà les cas d'usage sont extrêmement nombreux. Ouais. Et comment vous percevez-vous par rapport à justement via Jellybot et dans les secteurs dans lesquels Jellybot est implémenté ou en test ou ce genre de choses, comment ça approprié par les salariés? Parce que j'imagine que c'est un gros changement, d'autant que c'est ce que tu disais, c'est que sur les sites de production, souvent, il n'y a pas accès, entre guillemets, au système d'information, à des ordinateurs, etc. Ouais. Et là, du jour au lendemain, on passe même pas d'un ordinateur ou d'un smartphone, on passe à un casque de réalité mixte. Comment c'est perçu? C'est bien perçu? Il y a de l'inquiétude? Il y a de l'incompréhension? Comment c'est perçu? Ouais, alors en fait, ça dépend. Aujourd'hui, c'est clair, ça dépend beaucoup de la maturité de l'industrie, notamment sur ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Ouais. Et évidemment, on va différencier une entreprise de type pharma d'une entreprise de type mécanique, générale, chaudronnerie ou aciérie. Donc, si on part du plus haut sur des entreprises qui sont aujourd'hui dans l'excellence opérationnelle et avec lesquelles on a des contacts, donc Johnson & Johnson, Airbus, Naval Group, Sanofi ou plein d'autres. Aujourd'hui, en fait, les collaborateurs de ces industries sont déjà finalement non pas forcément aguerris à ce type de device, mais dans l'amélioration continue, en permanence, dans le process, dans la digitalisation. Et finalement, eux ne voient que d'un bon œil l'arrivée de ce type en fait, d'outils, notamment sur les équipes de production, parce que ça augmente leur capacité, ça augmente leur compétences, et donc finalement leur employabilité, leur confort de travail et employabilité, parce que un petit peu en avance de phase par rapport à d'autres industries bien sûr qui ne l'utilisent pas encore. Donc on a fait nous pas mal de sensibilisation dans les industries autour de ça. Clairement un casque HoloLens 2 sur de l'assistance industrielle. On l'a fait essayer à des gens qui sont très très loin de ce type de technologie dans des équipes de production, mais qui encore une fois sont très sensibles au cadre de travail et à l'amélioration continue. En 30 minutes, ils maîtrisaient en fait l'outil et en gros, ils trouvaient ça génial. Ils n'ont qu'une envie, c'est de l'utiliser en fait vraiment en quotidien, en opérationnel. Si on part après sur des équipes, ne serait-ce que dans ce type d'industrie, mais des équipes de maintenance, on est déjà un petit peu plus dans le dur finalement, parce qu'effectivement il y a cette impression que potentiellement ça va diminuer leur charge de travail et on est également sur des populations qui effectivement sont peut-être un petit peu moins habituées
pas forcément réfractaires, mais moins habitués à la digitalisation d'une façon générale. Ok. On reste encore, je dirais, très très manuel, Ouais. et avec le plaisir de le faire, et tant mieux, hein, mais effectivement, on a plus de mal à se projeter Plus de réticence. dans ce type d'utilisation. Ensuite, c'est clair que bah voilà, quand on part ensuite des industries qui sont beaucoup moins avancées en termes de digitalisation, d'excellence opérationnelle, là, bah, on se retrouve confronté finalement un petit peu à la même problématique, c'est-à-dire déjà de la crainte, effectivement, de se dire bah, potentiellement, est-ce que mon emploi continue à être assuré, comme à chaque fois qu'on introduit une nouvelle technologie, hein, voilà, assez disruptive finalement. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment différencier la capacité et la rapidité d'adoption de l'outil qui reste très simple, et sur lequel finalement, si c'est bien conçu, et c'est toute la difficulté finalement, l'opérateur, bah, je dirais, va être en capacité de l'utiliser très rapidement. Ensuite, de la crainte, on va dire plutôt culturelle et sociale, où là, je dirais que voilà, chacun y va à son rythme. Je pense qu'il ne faut pas passer, comme tu le dis, de rien du tout à ce type d'outil, parce qu'il y a pas mal d'étapes avant, qui ne sont pas d'ailleurs que des étapes technologiques, hein, mais qui sont vraiment des étapes d'organisation finalement, et d'acculturation à l'intérêt, voilà, je vais le dire comme ça, mais à l'intérêt d'utiliser en fait ce type de technologie, mais dans le but d'être peut-être plus efficient dans le monde qui nous entoure, où voilà, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a 10-20 ans, on a parlé sans arrêt de décentralisation pour des raisons de coût, hein, finalement, notamment. Mais aujourd'hui, pourquoi certaines entreprises, pas toutes, mais reviennent en France ou dans des circuits plus courts, c'est certes parce que voilà, évidemment les aspects écologiques, les aspects disponibilité de gérer circuits courts, mais il y a aussi, je pense, la capacité à aller vers de la qualité, et également vers finalement de l'excellence, de mieux maîtriser. Bah oui, enfin effectivement, et dans le but effectivement d'offrir, en tout cas de garantir une qualité plus grande, et à un coût qui ne soit pas disproportionné non plus par rapport à une unité de production qui se trouverait ailleurs. Donc je dirais que demain, un des meilleurs moyens de garantir son emploi et que cette réindustrialisation de la France se fasse, bah, c'est aussi certainement d'être finalement en avance, ou en tout cas précurseur, ou en tout cas aguerri à ce type d'outils, parce que sinon d'autres le feront progressivement, y compris dans les pays dits à bas coût, et on va se retrouver dans le même cycle où on va réexternaliser parce qu'on ne sera pas tout simplement en capacité d'être aussi efficace avec le même niveau de qualité que les sociétés qui le feront. J'ai une dernière question par rapport à ça, un peu pour ouvrir, mais je trouve que c'est très lié depuis le début de notre échange sur du coup, ces technologies, j'ai la sensation que ça repose beaucoup aussi sur la data, et sur la capacité, soit de l'IA, soit de la data un peu brute qu'on va faire travailler et structurer. Et aujourd'hui, du coup, si on veut qu'une HoloLens ou qu'un dispositif de réalité mixte soit opérationnel, il faut d'abord en amont aussi faire ce travail-là. Est-ce que du coup, c'est pareil, où est-ce qu'on en est? Parce que finalement, je pense qu'aujourd'hui, mettre une HoloLens, s'il n'y a pas toute la structure derrière, ça n'a aucun, c'est pas pertinent et ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas aussi un taf d'acculturation un peu sur ces sujets-là? Parce que je pense que ça a été délaissé surtout sur des secteurs comme l'industrie, l'agriculture. On y revient beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Tout à fait. Alors, est-ce que ça va de pair? Est-ce que c'est du coup différentes phases par exemple, si on veut mettre en place une HoloLens pour les opérateurs? Est-ce qu'il y a d'abord une première phase de
justement de cadrage un peu et de structuration de la donnée et de configuration. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, les entreprises qui sont en contact aujourd'hui, j'en citais tout à l'heure, on est vraiment sur de la grosse, enfin la PME, mais de la moyenne et grosse PME, de l'ETI et du grand compte. Pourquoi ? Parce que notamment, ces industries disposent de l'ensemble d'un système d'information industrielle. Je citais un ERP, un MES, une GMAO, etc., etc. Et donc, et encore plus maintenant les capteurs IoT. Et donc toute cette donnée, elle est disponible et elle est même en très très gros volume finalement. La difficulté, c'était d'y accéder et de l'exploiter finalement. Donc voilà, pour eux, tout ça existe depuis très longtemps. Hein, les MES, ça fait 20-30 ans que c'est en entreprise. Et d'ailleurs, c'est seulement maintenant finalement que les données peuvent être exploitées pour autre chose que ce pourquoi ils sont conçus. Et de pouvoir notamment aller aussi... tu citais de l'IA, mais vers du prédictif, etc., etc. Par contre, c'est clair que et elles sont extrêmement nombreuses, mais les PME de plus petite importante, voire les TPE, là complètement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'informations disponibles, et d'une façon plus globale sur un chatbot, c'est la même chose, finalement on se retrouve sur des solutions soit sans intérêt, soit avec finalement des cas d'usage qui sont parfois très pauvres, très limités dans l'usage. Très limités. Alors cependant, c'est pas parce qu'on a peu que il faut pas y aller déjà, c'est pas parce qu'on a peu qu'on ne peut pas faire des choses déjà intéressantes. Je reprends l'exemple que je citais tout à l'heure, la gestion des aléas, par exemple, dans l'industrie. Si on reste sur ce domaine-là, ça va représenter peut-être 20 contextes que n'importe quel industriel, en fait, que ce soit une TPE de 5 personnes ou une unité de production de 1000 personnes rencontre. Donc, on est sur des niveaux finalement assez basiques d'informations, mais qui peuvent avoir un intérêt effectivement d'être partagés au travers d'un chatbot pour initier quelque chose. Sur du support IT, qui est un autre cas d'usage que je disais tout à l'heure, on a ce qu'on appelle la règle du 80-20. Finalement, souvent, c'est que 80% du temps des agents est occupé par 20% de questions qui sont hyper récurrentes, mais qui prennent tout le temps des agents finalement, et qui sont parfois très simples. J'ai oublié mon mot de passe, mon PC ne démarre pas, enfin voilà, et sur lequel on peut déjà mettre des réponses hyper basiques pour peut-être résoudre 30 à 40% de ces cas-là, et donc dégager du temps pour les agents pour s'occuper des 80% restants, qui sont en général des questions plus complexes, etc. Et là où effectivement, même pour ces personnels-là, c'est plus sympa et intéressant de s'occuper de problématiques un petit peu plus complexes que simplement de répéter la même chose toute la journée. Donc finalement, on peut démarrer par étapes, et c'est là où également tout l'intérêt de notre solution, Jellybot, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement évolutif, sur lequel on peut démarrer par un équivalent de FAQ finalement, donc qui vont être ce système de questions-réponses basiques dans lequel la réponse, on va pouvoir y intégrer des liens vers des documents, des vidéos et tout ce qu'on veut. Donc le système questions-réponses est basique, mais la réponse peut être elle-même complexe. Et puis progressivement, on peut aller, quand on a effectivement mis en place un système de knowledge management, de gestion de la connaissance, de base de données, dans lequel on va avoir donc de la donnée dite structurée, mis en place des outils métiers également, bien tout ça va pouvoir en fait s'interfacer au fur et à mesure, et donc élargir finalement la capacité et le champ d'action de Jellybot, les périmètres en fait de recherche ou de processus, et donc voilà, je pense que de toute façon, on parlait de l'adoption de la HoloLens tout à l'heure, l'adoption du chatbot est tout aussi importante finalement dans les usages.
Malheureusement, parce que finalement l'image de la plupart des gens du grand public, en l'occurrence, et je me mets dedans, qu'on a eu du chatbot, c'est un truc qui sert à rien sur Internet. Ouais. Je pose 4 questions, à chaque fois il me répond désolé, j'ai pas compris, et donc je ferme et je vais plus jamais l'utiliser, parce que justement on est sur des chatbots hyper basiques et pas du tout avancés, mais c'est c'est au moins 50% voire beaucoup plus de ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc il y a aussi finalement la capacité de démontrer l'intérêt, et l'intérêt finalement il n'est pas de remplacer l'humain, comme je disais, il est vraiment d'augmenter les compétences justement des personnes qui se trouvent derrière le chatbot, ou qui vont être plutôt l'utilisateur du chatbot, et encore une fois de pouvoir y accéder 24/24 en mobilité, également avec de la gestion multilingue, c'est-à-dire que je peux parler en danois à mon chatbot, il va me répondre en danois, Ok. etc. Donc finalement, je pense que voilà, si on veut se projeter un peu, demain, c'est un outil qui va devenir extrêmement commun dans tous ces environnements, c'est-à-dire d'entreprise, mais personnel, et avec une notion justement, on parle d'agent conversationnel, de chatbot, nous on parle beaucoup chez Devolis en fait d'assistant personnel, voire de concierge, et notamment lorsque les mondes immersifs, et j'inclus notamment la partie réalité virtuelle qui est complètement cloisonnée aujourd'hui, voilà, opaque à la réalité, finalement d'avoir un assistant personnel qui est capable de faire cette porte d'entrée-sortie De lien, avec la réalité pour aller chercher des données afin de les intégrer dans le monde virtuel, dans le monde fermé, là en fait voilà, on ouvre des possibilités qui sont gigantesques en fait en termes de cas d'usage, justement là où la réalité virtuelle aujourd'hui a ses limites, puisque effectivement elle ne reste que virtuelle. Ouais. Voilà. Et merci beaucoup pour cet échange. Super, merci à toi. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Shoot NWX. Vous pouvez éventuellement, si ça vous intéresse, suivre toute l'actualité de Devolis sur LinkedIn, sur leur site internet. Ouais. Il y a aussi une page de Jellybot qui est dédiée pour présenter ce beau projet. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.